121 $ l'once. C'est le chiffre qui est apparu sur les écrans le 29 janvier 2026. Un sommet historique pour l'argent. Un prix que personne n'avait vu venir il y a encore 12 mois, quand le métal s'échangeait autour de 30 $. Puis, en moins de 30 heures, tout s'est effondré. 33% de baisse en une seule séance, de 121 $ à 76 $. Le pire crack de l'argent depuis 1980. Les médias financiers ont crié à la catastrophe. Les analystes ont parlé de bulles spéculatives. Les commentateurs ont ri de ceux qui avaient accumulé du métal physique. Et pendant que l'Occident regardait ses écrans avec terreur, pendant que les algorithmes liquidèrent des positions à la chaîne, pendant que les traders se faisaient éjecter par les appels de marge, Pékin restait parfaitement silencieux. Parce que Pékin avait déjà fait son coup, et presque personne en Occident ne l'avait remarqué. Le 1er janvier 2026, la Chine a imposé de nouvelles restrictions à l'exportation d'argent qui changent les règles du jeu mondial pour la prochaine décennie. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo connecte 3 événements apparemment séparés en une seule image cohérente qui change tout. Les nouvelles restrictions chinoises à l'exportation, l'effondrement spectaculaire du seul fonds chinois d'investissement en argent, et la politique monétaire de Pékin, qui alimente une spéculation sans précédent. Les données complètes sur ces 3 événements sont documentées dans la recherche financière, mais pour cette vidéo, concentrons-nous sur les 3 points essentiels. Commençons par ce qui s'est réellement passé le 1er janvier. Ce jour-là, un nouveau système de contrôle des exportations d'argent est entré en vigueur en Chine. Pas de conférence de presse, pas de déclaration spectaculaire. Le changement s'est fait dans le silence, pendant que le monde fêtait le Nouvel An. Sous l'ancien système, n'importe quelle entreprise chinoise qui raffinait de l'argent pouvait exporter ses produits à l'étranger sans avoir besoin de permis spéciaux. Petite raffinerie, opération de taille moyenne, fournisseur flexible capable de répondre rapidement à la demande du marché mondial. Tout cela a pris fin le 31 décembre 2025. Le nouveau cadre réglementaire exige un permis d'exportation délivré par le ministère du Commerce à Pékin, et voici le détail qui change absolument tout. Seules les entreprises qui produisent plus de 80 tonnes d'argent raffiné par an sont même éligibles pour demander ces permis. 80 tonnes. Cette seule exigence a éliminé la grande majorité des exportateurs chinois d'argent du jour au lendemain. Le ministère du Commerce a approuvé exactement 44 entreprises pour les exportations d'argent en 2026 et 2027. 44 entreprises dans un pays qui compte des milliers de raffineries et d'installations de traitement. Et ces 44 exportateurs partagent une caractéristique commune. Ce sont de grandes entreprises affiliées à l'État, avec des connexions directes au gouvernement chinois et au Parti communiste. Mais je dois être honnête. Ce que je viens de vous montrer, ce sont les données structurelles qui ne changent pas d'une semaine à l'autre. Il y a d'autres données qui bougent en permanence. Des stocks qui baissent chaque jour dans les coffres du COMEX et du LBMA, des positions qui se déplacent, des fenêtres qui se ferment. Ces données-là changent trop vite pour une vidéo, elles seraient déjà obsolètes dans 6 mois. C'est pourquoi je les documente séparément dans la recherche financière, avec l'analyse complète de l'argent, du Venezuela, du dollar et de tout ce qui en découle. Ceux qui en ont besoin trouveront l'accès dans la description. Mais revenons aux implications concrètes de ces restrictions. Le Securities Times, un journal d'État chinois, a cité un initié de l'industrie qui a déclaré que cette politique élève formellement l'argent d'une matière première ordinaire à un matériau stratégique, le plaçant au même niveau réglementaire que les terres rares. Et c'est précisément là que tout bascule, parce que c'est exactement le même manuel que Pékin applique depuis des années, le gallium et le germanium en 2023, l'antimoine en septembre 2024, le tungstène en février 2025. À chaque fois, le même schéma. D'abord dominer la chaîne de raffinage, puis restreindre l'accès, puis dicter les conditions au reste du monde. Et à chaque fois, les prix ont explosé après les restrictions, parce que le monde n'avait pas d'alternative prête. L'argent suit maintenant le même chemin. Regardons les chiffres concrets, parce que c'est là que la réalité devient impossible à ignorer. La Chine a exporté plus de 4600 tonnes d'argent pendant les 11 premiers mois de 2025, selon les données officielles rapportées par CNBC, contre à peine 220 tonnes d'importation sur la même période. La Chine n'est que le deuxième producteur minier mondial d'argent, derrière le Mexique, avec environ 109 millions d'onces produites en 2025. Mais en matière de raffinage, elle domine tout. Entre 60 et 70% de l'argent raffiné et échangé dans le monde sort d'installations chinoises. C'est une position de gardien absolu sur la chaîne d'approvisionnement mondiale. Si les exportations chutent de 30 à 50%, l'Occident fait face à un déficit de 1200 à 2000 tonnes d'argent par an. 2000 tonnes qui doivent venir d'ailleurs, dans un marché déjà en déficit structurel depuis 5 ans.
La production mondiale atteint environ 820 millions d'onces par an. La consommation dépasse 1,240 milliard d'onces. Ce n'est pas temporaire, c'est un changement structurel permanent. Si la Chine décide de prioriser sa consommation nationale, ses permis peuvent être réduits ou révoqués. L'Occident vient de perdre l'accès fiable à une portion significative de l'offre mondiale d'argent raffiné. La documentation sur les implications complètes, pour ceux que cela intéresse, description. Passons maintenant au deuxième événement, le fonds UBS-SDEC, parce que cette histoire révèle le mécanisme caché derrière le krach. Le fonds UBS-SDEC Silver Futures Fund est le seul produit d'investissement en argent pur accessible aux investisseurs particuliers chinois. C'est le véhicule principal par lequel les Chinois peuvent s'exposer au prix de l'argent. En quelques semaines, les actifs sous gestion de ce fonds ont triplé. L'argent affluait à un rythme jamais vu. Quand les prix de l'argent ont grimpé vers leurs sommets historiques, le prix du fonds sur le marché secondaire s'est complètement décroché de la valeur réelle de ces actifs. Au sommet, la prime dépassait 60%. Pour chaque yuan d'exposition réelle, les investisseurs payaient un yuan 60. UBS-SDEC a limité les nouvelles souscriptions, mais cela a eu l'effet inverse, poussant toute la demande sur le marché secondaire et gonflant les primes davantage. Puis le krach est arrivé, et les limites de prix journalières de 10% ont empêché tout ajustement. 6 séances consécutives de perte maximale. Le 30 janvier, la bourse de Shenzhen a suspendu la négociation du fonds pour la journée entière, la deuxième suspension complète en janvier. Même après 40% de pertes, le fonds gardait une prime de 30% au-dessus de ses actifs réels. Ce n'est pas une histoire de fondamentaux de l'argent, c'est un dysfonctionnement structurel des marchés financiers chinois. Maintenant, la partie que la plupart ne comprennent pas, pourquoi cette spéculation elle atteint des proportions aussi démesurées. La réponse se trouve dans la politique monétaire de la Banque populaire de Chine. Elle maintient ce qu'elle appelle une politique monétaire appropriément accommodante. En clair, elle inonde le système de liquidité depuis des mois. La masse monétaire M2 a progressé de plus de 8% sur un an à la mi-2025, alors que la croissance du PIB nominal n'atteignait qu'environ 5%. Cet écart entre la création monétaire et l'activité économique réelle est massif, et il a des conséquences directes. Les banques chinoises lui ont accordé le moins de nouveaux prêts depuis 2018. L'investissement en actifs fixes a enregistré sa première contraction annuelle jamais mesurée. Les ménages restent prudents depuis la pandémie. L'immobilier, qui absorbait d'autrefois une grande partie de l'épargne chinoise, reste en difficulté, malgré les mesures de soutien du gouvernement. Mais la Banque centrale continue de pomper de la liquidité dans le système. Résultat, les spéculateurs chinois disposent de liquidités abondantes, mais n'ont nulle part de productif où les placer. Alors, ils se sont rués sur les matières premières. L'argent, le cuivre, l'aluminium, le nickel, l'étain, l'acier. Les volumes d'échanges à court terme sur ces marchés à terme ont explosé. La Banque populaire peut garantir la liquidité et orienter les taux à la baisse, mais elle ne peut pas créer magiquement des opportunités d'investissement attractives dans l'économie réelle. Cette dynamique explique à la fois le rallye vertical et le krach vertical de l'argent. Ni l'un ni l'autre n'ont été principalement provoqués par des changements dans l'offre et la demande physique. Les deux mouvements ont été provoqués par les dynamiques de liquidité et la spéculation dans une structure de marché dysfonctionnelle. Assemblons maintenant les 3 pièces du puzzle, parce que c'est ici que l'image devient parfaitement claire. Pièce numéro 1, la Chine a mis en place des restrictions à l'exportation le 1er janvier qui réduiront l'offre mondiale d'argent de potentiellement 2000 tonnes par an, un changement structurel permanent contrôlé par 44 entreprises d'État. Pièce numéro 2, le seul véhicule d'investissement en argent de Chine s'est effondré de 40% tout en gardant une prime de 30%, révélant un dysfonctionnement spéculatif massif, alimenté par l'excès de liquidité sans débouché productif. Pièce numéro 3, le krach récent du prix de l'argent au niveau mondial a été déclenché et amplifié par ce dysfonctionnement du marché chinois, pas par des changements dans les fondamentaux de l'offre et la demande physique. Voici la conclusion qui émerge quand on voit ces 3 pièces ensemble. Le krach des prix masque une crise de l'offre qui est sur le point de s'intensifier dramatiquement. Pendant que les investisseurs occidentaux paniquent à cause de la baisse des prix, pendant que les médias grand public se moquent des détenteurs d'argent, la situation de l'offre physique se resserre en silence. La Chine vient de retirer potentiellement 2000 tonnes d'offres annuelles du marché mondial. Les spéculateurs chinois qui se font liquider ne changent rien à ce fait. Les structures de fonds qui s'effondrent ne changent rien à ce fait. L'argent qui allait couler des raffineries chinoises vers les utilisateurs industriels occidentaux ne vient plus. Et la liquidation spéculative qui a fait chuter les prix est un phénomène temporaire, tandis que les restrictions à l'exportation sont permanentes. Quand la poussière retombera, quand les opérateurs regarderont autour d'eux la disponibilité réelle de l'offre,
Ils découvriront que le marché a fondamentalement changé. Les fournisseurs chinois flexibles qui répondaient aux signaux de prix sont sortis du commerce d'exportation. Les seules sources restantes sont 44 entreprises d'État qui répondent aux priorités de Pékin, pas au prix du marché. Je dois maintenant aborder l'argument baissier, parce que l'honnêteté et l'équilibre comptent, et je refuse de donner une image unilatérale. La volatilité à court terme est réelle et ne doit pas être écartée. Le 30 janvier, l'argent a plongé de 33% en une seule séance, de 121 $ à 76 $, la pire chute journalière depuis 1980. Le déclencheur immédiat a été la nomination de Kevin Warsh comme prochain président de la Réserve fédérale américaine par le président Donald Trump. Warsh est perçu comme significativement plus restrictif en matière de politique monétaire. Sa nomination a immédiatement fait remonter les rendements obligataires et renforcer le dollar, deux facteurs qui pèsent sur les métaux précieux. Le CMU Group a relevé les exigences de marge sur les contrats à terme d'argent 2 fois en une semaine, forçant des liquidations en cascade. Quand les marges augmentent, les positions sous-capitalisées sont liquidées de force, cette baisse déclenche davantage d'appels de marge et la spirale s'auto-alimente jusqu'à épuisement. Au 6 février, l'argent s'échangeait autour de 77 $, toujours en hausse de plus de 140% sur un an, mais 40% en dessous du sommet de janvier. Quiconque opère sur ce marché avec un effet de levier doit respecter que cette volatilité coupe dans les deux sens. Mais voici ce qui me ramène constamment au même point. Les dommages techniques temporaires sont réparables. Le sentiment se rétablit. Les excès spéculatifs se purgent, puis se reconstruisent. Ce sont des phénomènes cycliques qui se sont produits d'innombrables fois au cours des décennies. Ce qui n'est pas cyclique, ce qui ne se rétablit pas, c'est l'offre physique qui a été structurellement retirée du marché par une politique gouvernementale. Les restrictions chinoises à l'exportation ne vont pas disparaître quand le sentiment s'améliorera. Les 2000 tonnes d'offres annuelles que les marchés occidentaux viennent de perdre ne reviendront pas, à moins que Pékin ne décide que ses intérêts stratégiques sont servis en faisant marche arrière. Regardons comment les responsables chinois voient probablement cette situation, parce que comprendre leur perspective aide à comprendre ce qui vient ensuite. Du point de vue de Pékin, les restrictions fonctionnent exactement comme prévu. Elles réduisent le flux d'argent raffiné vers les concurrents occidentaux. Elles établissent le contrôle sur quelles entreprises peuvent participer au commerce mondial. Elles positionnent les industries nationales chinoises pour avoir un droit de priorité sur la production. Et le krach des prix crée une opportunité pour les réserves stratégiques chinoises d'accumuler du métal à prix réduit avant que les restrictions ne mordent vraiment dans l'offre. La Chine est à la fois productrice et consommatrice d'argent. Son industrie solaire est la plus grande au monde, sa fabrication électronique surpasse celle de tous les autres pays. En restreignant les exportations tandis que la production nationale continue, elle redirige essentiellement l'offre des acheteurs occidentaux vers les acheteurs chinois. La quantité totale d'argent dans le monde ne change pas, mais qui y a accès change dramatiquement. C'est de la guerre économique menée par le contrôle des matières premières, le même manuel que les terres rares, où la Chine contrôle environ 80% de la production et du traitement mondiaux. L'argent entre maintenant dans ce cadre, avec une différence majeure. Son rôle est beaucoup plus large. Il est si nécessaire pour toute la transition énergétique verte. Panneaux solaires, véhicules électriques, infrastructures de recharge, modernisation des réseaux électriques, centres de données pour l'intelligence artificielle. Et contrairement aux terres rares, ce basculement se produit en temps réel, sous nos yeux. Les décideurs occidentaux n'ont pas encore rattrapé ce qui vient de se passer. Le temps que l'Occident comprenne, Pékin aura consolidé sa position. C'est pourquoi le krach des prix est une diversion. Tout le monde regarde l'écran pendant que la vraie histoire se déroule dans les ministères à Pékin et dans les manifestes d'expédition d'argent raffiné qui ne quittent plus les ports chinois. Voici 3 éléments concrets que je surveille pour comprendre comment cette situation évolue dans les prochaines semaines. Premièrement, les inventaires d'argent aux grandes bourses de matières premières, COMEX, LBMA, Shanghai. Les stocks COMEX ont déjà chuté de près de 70% depuis 2020 et les coffres du LBMA ont perdu environ 40% de leurs avoirs. Si les restrictions chinoises ont un impact réel, ces retraits devraient s'accélérer dans les prochains mois à mesure que le pipeline d'approvisionnement depuis la Chine se tarit. Deuxièmement, le comportement des primes physiques sur les marchés asiatiques. Avant le krach, à Dubaï, le prix d'une once d'argent dépassait les 100 $ quand le cours spot international était à 72. Si ces primes restent élevées pendant que les prix sur écran stagnent, c'est la confirmation que le marché physique raconte une histoire complètement différente du marché papier. Troisièmement, l'évolution de la prime du fonds UBS SDIC par rapport à sa valeur nette d'inventaire.
Cette prime doit se comprimer vers zéro avant que la pression de vente forcée ne s'épuise. Tant qu'elle reste élevée, des ventes agressives d'investisseurs chinois continueront de peser sur les prix mondiaux. Rien dans cette vidéo ne constitue un conseil d'investissement. Je ne suis pas votre conseiller financier, je ne gère pas de fonds, je ne vends pas de signaux. Faites vos propres recherches, vérifiez chaque donnée auprès des sources primaires et prenez vos décisions en fonction de votre propre situation financière. La situation que nous observons est sans précédent dans l'histoire moderne du marché de l'argent. La plus grande nation de raffinage au monde met en place des contrôles stratégiques à l'exportation, en même temps qu'un excès spéculatif crée le chaos des prix et que les déficits fondamentaux de l'offre continuent de se creuser. Le bruit est assourdissant, mais le signal est clair si vous savez ce qu'il faut chercher. La Chine a décidé que l'argent est un actif stratégique qui mérite d'être contrôlé. Elle applique le cadre qu'elle a utilisé pour les terres rares. L'Occident finira par se réveiller face à cette réalité, mais d'ici là, Pékin aura consolidé sa position. La question est de savoir si vous reconnaissez ce qui se passe maintenant, pendant que les prix sont déprimés et que la confusion règne, ou si vous attendez que ce soit évident et que l'opportunité soit passée. Investissez avec logique, pas avec l'émotion. On se retrouve dans la prochaine vidéo, avec les dernières données.